sur un des sites préhistoriques les plus riches de la planète. On trouve ici des fossiles humains de toutes les époques. Je me trouve dans cette grotte appelée Kromdraai près de Pretoria. C'est ici le berceau de l'humanité, l'endroit où tout a commencé. L'Afrique est le continent à partir duquel l'humanité a évolué peu à peu, vers Homo habilis, puis vers Homo erectus et enfin Homo sapiens. Homo erectus est l'espèce que l'on retrouve en Afrique, il y a environ 1 500 000 années. Il s'est développé à partir d'Homo habilis, qui vivait il y a environ 1 800 000 années et possédait un crâne relativement petit. On ne trouve Homo habilis qu'en Afrique, et il a probablement cédé sa place à Homo erectus, dont la capacité crânienne atteint environ 1000 cm3, et contraste avec la capacité crânienne d'Homo habilis, 600 cm3. Mais c'est Homo erectus qui est sorti d'Afrique, et nous savons qu'ils ont réussi. En fait, Homo erectus était une espèce remarquable, qui savait fabriquer des outils en pierre, comme ce biface, que l'on tenait dans la main, et dont on se servait pour une multitude de tâches différentes. C'était le couteau suisse de l'Afrique. Il pouvait servir à une multitude d'usages, pour couper, hacher, creuser. C'est vraiment un outil multi-usage. Tout petit si vous le comparez au cerveau d'Homo sapiens, qui vécut les 100 000 dernières années. Sa capacité crânienne de 1300 cm3 est considérablement supérieure à la capacité crânienne d'Homo erectus, qui est d'environ 1000 cm3. Il y a d'autres modifications que nous pouvons observer. Par exemple, au niveau des mandibules, nous voyons clairement qu'il n'y a pas de menton chez Homo erectus, alors que le menton devient apparent dans les mandibules d'Homo sapiens. La face de l'ancêtre a encore une petite projection qui n'existe plus chez l'Homo sapiens, qui a la face plate. Elle a des arcades susorbitaires encore fortes au-dessus des yeux. Chez Homo erectus, ces arcades sont tout à fait lisses et planes chez l'Homo sapiens. Et au-dessus, le front demeure fuyant chez l'Homo erectus, alors qu'il est haut et bombé et généreux chez l'Homo sapiens. Si nous observons le contexte dans lequel évoluait Homo sapiens, nous constatons d'énormes changements. L'art, l'abstraction sont clairement associés à des changements dans l'organisation de son cerveau, évolutions qui se sont produites au cours des 100 000 dernières années. Quelle était l'influence des rêves sur notre perception de la mort? Lorsque on vit en groupe, on voit bien qu'un être d'attachement, un être cher, dort. Et quand il se réveille, il nous explique qu'il a fait un voyage extraordinaire dans le monde du dedans. Son corps était engourdi et flasque, et lui, il était dans un monde extraordinaire. On a la preuve de l'existence de l'âme, ce qui veut dire que lorsqu'il meurt, pour lutter contre le chagrin de sa perte, je comprends bien que son corps est là, je perçois le cadavre, je perçois le mort, mais pour lutter contre l'angoisse de la mort, je suis contraint à inventer la sépulture, c'est-à-dire une mise en scène théâtrale de fleurs, de pleurs, de musique, de peinture, qui me permettent de faire vivre un monde, qui me permettent de lutter contre l'angoisse de la mort. C'est-à-dire que la créativité et l'art me permettent de supporter l'angoisse de la perte. Baruch Arensburg est professeur au Sackler Institute à Tel Aviv. Il a travaillé sur les plus anciennes sépultures connues et nous explique comment les interpréter. Dans tous les enterrements, même les plus anciens, on trouve des choses qui sont spécifiques de tombeaux, comme par exemple les cornes de cervidés, les pièces de silex polis. Et ça, c'est une indication très très claire de la relation entre les gens vivants et ceux qui étaient morts. C'est une indication qu'il était intéressé de conserver la mémoire de ces gens qui étaient morts, ne pas les oublier. Et ça, c'est une question qui est typiquement un développement
humain, un comportement complètement nouveau, typique des Homo sapiens. L'homme invente la sépulture, on constate la métamorphose des choses. Puisqu'il croit à un monde de l'au-delà, les cailloux désormais ne sont plus des cailloux, ils sont disposés autour du corps de l'être cher qui vient de disparaître, et les cailloux sont mis là pour représenter la mort. Dès l'instant où les fleurs sont jetées sur le corps d'un cadavre, on ne jette plus celui ou celle qu'on a aimé. Et à ce moment-là, ces cailloux veulent dire ceci est une sépulture, les fleurs, les couleurs, les chants veulent dire ceci est une tombe. Et même lorsque l'un d'entre nous est initié, c'est-à-dire qu'il a vu la mort et il en a triomphé et on croit ce qu'il nous dit, à ce moment-là, on est complètement changé dans nos rapports quotidiens. On va désormais s'associer pour s'aimer, s'entraider, et de façon à respecter ce que l'initié nous a raconté. Et les rapports d'obéissance vont désormais nous permettre de triompher de la nature et des autres hommes. Chris Stringer est à la tête du département de paléontologie au Musée d'histoire naturelle de Londres. Il défend une thèse selon laquelle l'homme moderne serait uniquement originaire d'Afrique. Homo erectus était en Afrique il y a 2 millions d'années. Et nous savons qu'à cette période, cette espèce s'est dispersée à partir d'Afrique vers toutes les parties du monde. D'abord vers l'Asie de l'Ouest, puis plus tard vers Java et vers la Chine. C'est cet événement que nous appelons Out of Africa 1. Mais où est l'origine de notre espèce, Homo sapiens? Je crois que notre espèce est originaire d'un seul continent, d'une seule région du monde. Et cette région du monde, c'est l'Afrique. Il y a environ 100 000 ans, notre espèce a commencé à sortir d'Afrique lors de la deuxième expansion, que nous appelons Out of Africa 2. Voici un crâne découvert en Israël qui a 100 000 ans, qui est celui d'un homme moderne. Le crâne est allongé et arrondi, l'arcade sourcilière est petite, le visage est en retrait sous la voûte crânienne. La forme du squelette est moderne. Ainsi, il y a environ 100 000 ans, les hommes modernes sont sortis d'Afrique et ont commencé à se disperser. Mais l'école chinoise de préhistoire a une toute autre conception de l'origine de Sapiens. Il n'y aurait pas de filiation africaine unique. Partout, Erectus aurait évolué en Sapiens. Vo Xinzi, de l'Académie des sciences de Chine, nous présente cette théorie. D'après les recherches des fossiles trouvés en Chine, je ne suis pas pour la théorie Out of Africa. Je suis plutôt pour une autre théorie, la multirégionale. Car ici, nous avons trouvé énormément de fossiles d'hommes, qui ont de 500 000 ans à 20 000 ans. Nous pensons que ces hommes sont les mêmes depuis 500 000 ans. Ils ont évolué. On les a nommés les hommes de Shandingdong. Je prends l'exemple de la Chine. Les fossiles trouvés sur ce territoire, datant des deux périodes, moins 500 000 et moins 20 000, ont certaines caractéristiques communes. Le visage plat, le nez plat, les orbites rectangulaires. Cela prouve que les hommes d'autrefois ont évolué en ceux d'aujourd'hui. À notre avis, Homo erectus a évolué en... Selon Eric Trinkhaus, professeur au département d'anthropologie à l'université de St. Louis, Michigan, le climat a lui aussi joué un rôle essentiel. À l'époque où l'homme moderne a pénétré en Europe, le climat fluctuait entre des périodes très froides et des périodes plus chaudes, ce qui a dû affecter la distribution des zones écologiques, et donc des zones dans lesquelles les hommes modernes pouvaient survivre, et dont ils pouvaient exploiter les ressources. Le climat affecte aussi la morphologie des animaux et des humains. Ces premiers hommes qui sortaient des climats chauds d'Afrique équatoriale possédaient la morphologie longiligne que l'on retrouve chez les hommes et les animaux de ces régions, par opposition à la morphologie plus trapue que l'on trouve chez les habitants des climats froids. Et l'ancêtre équatorial de ces populations leur a donné une ligne aux proportions élancées qu'elles ont conservées pendant des milliers d'années. Le docteur André Langanet est généticien, ancien directeur du laboratoire d'anthropologie biologique du Musée de l'Homme. Nous lui avons demandé pourquoi les hommes avaient changé de couleur de peau. On a pensé que certains facteurs biologiques avaient un rôle, avaient sélectionné des couleurs différentes. Par exemple, sous les tropiques, la mélanine, le pigment, le seul pigment dont la quantité fait la couleur de la peau, la mélanine aurait protégé contre
certains cancers de la peau, les mélanomes, qui sont effectivement plus fréquents dans les populations à peau claire que dans les populations à peau foncée, à ensoleillement égal. Alors qu'à l'opposé, dans les zones tempérées froides, il y aurait eu avantage dans la préhistoire à avoir la peau claire parce que les rayons ultraviolets plus rares dans les zones tempérées froides qui permettent la synthèse de la vitamine D auraient été nécessaires. Il en est né partout où était cette espèce à travers l'Ancien Monde, ou plus spécifiquement en Afrique. Et l'Homo sapiens, à partir de ce berceau, se serait déployé, comme l'avait fait le premier homme, par la voie géographique normale, c'est-à-dire par le Sinaï, par le Proche-Orient, par la Mésopotamie. Mais tandis qu'il se déplaçait, son cerveau s'était évidemment considérablement agrandi. Et avec le développement de ce cerveau, s'étaient aussi développées toutes les pensées symboliques caractérisant cet homme moderne, avec la construction du monde imaginaire et de ce monde invisible lié aux problèmes éternels de la mort. Que vont devenir ces premiers sapiens en Europe? Comment Sapiens va-t-il conquérir la planète? Qui va-t-il rencontrer sur son chemin? Comment franchira-t-il les océans? La suite de cette grande épopée dans le prochain épisode. So